Qu'est-ce qui se passe? Probablement une des musiques de cinéma les plus populaires de tous les temps, mesdames et messieurs. Après, Un autre genre de cinéma sur mon bill. Absolument. Mais on va pas... Excusez-nous. Professeur Lemieux, on est indiscipliné ce matin. Merci beaucoup d'être là, Philippe Lemieux, prof de cinéma au cégep de Saint-Jérôme, disons-le. Exact. Merci beaucoup d'être là et tu viens de nous parler. Toi, hier, là, mon maniaque, c'est hier ou avant-hier que tu l'as vu? Hier soir. Hier soir, tu t'es gâté. Ah oui. Et tu étais assis devant un grand écran et tu as vu Rogue One, oui, monsieur. Une histoire de Star Wars. Exact. Et qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'ai passé un très, très bon moment. C'est unique comme film, quand même, faut le dire. C'est le premier film qui est hors épisode, donc on parle pas de la famille Skywalker. C'est un film de Star Wars sans aucun Jedi. Alors, c'est vraiment particulier. C'est la première fois que Disney s'aventure à l'extérieur de l'histoire principale de ce qui est Star Wars. C'est un risque, selon toi, ça? Ben oui, quand même, là. C'est important que ce film-là réussisse pour cette raison-là, en fait. C'est que ça va leur permettre, finalement, de jouer dans le carré de sable puis de toujours élargir un peu la franchise de Star Wars. Et là, juste pour comprendre, Philippe, parce que c'est pas clair pour tout le monde, mais moi, je suis un grand fan de Star Wars et j'ai besoin que tu me dises où se situe ce film-là par rapport aux 8 que l'on a présentement à se mettre sous la dent. OK, c'est très simple. C'est que on se souvient, le tout premier film en 1977, lorsque ça commence, la princesse Léa cache les plans de l'Étoile Noire dans R2-D2. Oui, c'est ce qui lance l'action du film. Ce film-là raconte l'histoire du groupe rebelle qui a volé les plans de l'Étoile Noire qui sont cachés dans R2-D2. Donc, on est avant le tout premier film de Star Wars à avoir été lancé en 67, donc A New Hope. Donc, comment les rebelles ont-ils mis les mains sur ces plans-là qui leur ont permis finalement de détruire l'Étoile Noire? C'est ce que raconte ce film-là. OK? Alors, c'est davantage un film de guerre que de la mythologie. Le Wars, ici, prend toute son importance parce que c'est vraiment plus près d'un film de guerre en termes d'esthétique, en termes d'histoire. Et mettons, j'ai un enfant qui ne connaît pas Star Wars ou quelqu'un qui ne connaît pas Star Wars. J'aimerais aller voir le film Rogue, mais je veux pas lui faire écouter tous les films. Est-ce que je peux juste lui faire écouter un film pour qu'il comprenne vite? Seulement l'épisode 4. OK. Vraiment l'épisode 4, parce que ce film-ci, là, se termine à 2 secondes du début de l'épisode 4. OK. Mais il faut avoir vu l'épisode 4. Ben, idéalement, oui. Pour passer un vraiment bon moment. Mais, Tammy, je te dirais, qui n'a pas vu l'épisode 4? Non, je sais bien, non, mais... Sur la planète Terre. Ben, t'en as en face de toi. Oui. Martin Cloutier, t'as pas vu? Mais en même temps... Je sais que je te déçois, prof, mais non, j'ai pas, comment dire, embarqué dans la folie. Il est donc impossible d'obtenir la note de passage dans mon cours. Non. Mais qu'est-ce que c'est Rogue One? Rogue One, c'est le nom de code du groupe de rebelles, finalement, qui vont voler. C'est le nom qu'ils se donnent. OK. Alors, ça met en vedette Felicity Jones, qu'on connaît, actrice qui jouait récemment dans Inferno et aussi dans la théorie de l'univers. Elle jouait la femme de Stephen Hawking. Elle est donc la deuxième héroïne depuis l'époque Disney. Et c'est important parce que on commence à remarquer que depuis que Star Wars appartient à Disney, on a des personnages féminins principaux, dans les rôles principaux. On a eu Rey l'année passée, on a Jyn cette année. Ils font pas les jouets, mais ils sont là. En même temps, c'est un petit peu dans la tradition de Disney d'avoir des héroïnes ou des princesses qui vivent des situations familiales difficiles. Je vous donne à titre d'exemple simplement Ariel, la sirène qui vit avec son père et ses 3 sœurs. Il n'est pas question de la mère du tout là-dedans. Belle vit avec son père en famille monoparentale. Il n'est jamais question de la mère. Jasmine vit avec son père, le sultan. Il n'est jamais du tout question de la mère. Réponse s'est fait enlever à ses parents et vit avec une femme qu'elle pense être une bonne personne, mais qui est en fait la vilaine. Elsa a perdu ses parents. Elle vit en isolation avec sa sœur. C'est vrai. Alors, on est vraiment chez Disney avec des filles qui vivent des situations familiales difficiles. C'est toujours le cas. Puis sans ruiner de punch, ça continue. C'est encore le cas. C'est assez compliqué pour elle dans ce film-là. Mais ce dont on parle beaucoup et ce qui est dans la bande-annonce, évidemment, c'est le retour de Darth Vader au grand écran. C'est quelque chose qui est très attendu. On va s'en parler, Philippe, à 7h08. De l'autre côté de la circulation, on va aller là se faire une pause. Et pourquoi il était attendu? Parce qu'il était disparu de la map depuis quelque temps? Oui. Darth Vader. On l'a pas vu depuis 2005. OK, quand même. Ouais. Il était en vacances. C'est pas un appleux, hein? Je savais pas.
Oui, on rit comme du monde un peu fatigué. Hier, c'était notre party, mais ce matin, on parle de Star Wars avec le prof de cinéma, Philippe Lemieux. Philippe, Darth Vader fait un retour dans ce film-là parce que tu le disais, on l'a pas vu depuis 2005 dans la grande saga Star Wars. Pourquoi? Essentiellement parce que l'histoire s'est terminée à l'épisode 3 avec la mort de Anakin et la naissance de Darth Vader, si on peut dire. Dans le dernier film, il est déjà mort. On n'a que son casque qui est brûlé. Ouais. Mais là, vraiment, on a le retour de Darth Vader, qui est l'un des personnages les plus populaires, on va le dire. Puis c'est assez paradoxal quand même parce que c'est le vilain principal, on le sait. C'est en fait le personnage qui tue le plus grand nombre d'individus dans les films, là, en face à face. C'est-tu le vilain par excellence au cinéma, mettons? Je pense que oui. Sérieusement, je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est là que le paradoxe, parce que moi, comme par exemple à l'Halloween cette année, il y a plein d'enfants qui venaient à ma porte déguisés en Darth Vader. Ils se vendent plus de produits dérivés de Darth Vader que de n'importe quel autre personnage de Star Wars. Okay. Et c'est quand même pas un bon personnage. Mais non, un personnage noir, ben oui. Il y a quelque chose là qui s'est passé. Et le costume est tellement spectaculaire en soi. Justement, je veux parler des origines du costume parce qu'il faut toujours rendre hommage à George Lucas lorsqu'on parle de Star Wars. Et Darth Vader, au départ, évidemment, son casque rappelle tout de suite les masques de samouraïs japonais médiévaux. Ouais. C'est l'une des sources d'inspiration, d'où le sabre, évidemment, qui est devenu une épée laser, bien sûr. Mais aussi, le casque rappelle les soldats du Schutzstaffel, qui était la garde personnelle, l'escadron de protection des nazis. Aussi. Et on sait que l'Empire, partage beaucoup avec le régime nazi, tant au niveau esthétique qu'au niveau idéologique. Là. Ah oui, hein? Puis le nom est important, évidemment, parce que les vilains ont tendance au cinéma à avoir des noms qui commencent avec les dernières lettres de l'alphabet, notamment le V. Le V pour Vader, évidemment, mais aussi pour Vampire, pour Voldemort, Jason Voorhees, toutes les personnes vilaines, tu sais, Tammy Verge, c'est toujours des noms en V. Tu connais pas Patrice Vélanger, toi? Non. Mais moi, j'ai pas un poumon artificiel. Le poumon artificiel, ça vient de où, ça? Dans les films, évidemment, l'histoire est racontée qu'il a été démembré, brûlé et blessé par Obi-Wan lors de leur combat au sabre laser, mais dans la réalité, dans la première version du scénario que George Lucas a écrit, il voulait que ce vilain-là se promène dans l'espace, donc passe d'un vaisseau à l'autre dans l'espace, et c'était en fait pour lui permettre de respirer dans le vide de l'espace qu'il avait ce masque-là. Le scénario a été réécrit à maintes reprises, mais le masque a resté. Puis finalement, on a conservé ça, puis on a changé l'origine de ce bruit-là. Martin, tu vas pas trop fort. Juste à 20 volts. J'aimerais, avant de terminer, parler aussi de Donnie Yen, qui est une présence dans le film importante, mais que je pense que beaucoup de gens en Amérique du Nord ignorent. C'est un personnage asiatique, donc un acteur asiatique qui joue le personnage de Chirrut Imwe, qui est aveugle, mais sensible à la force. Mais sachez que cette personne-là, dans le film, qui va passer un peu inaperçue ici, c'est l'une des plus grandes vedettes au monde. Ah ouais? Après Jackie Chan et Jet Li, ou même dans la même gang que Jackie Chan et Jet Li, c'est la grande vedette de l'Asie, là. OK? C'est probablement de tous les acteurs qui sont dans le film celui qui est le plus connu. Déjà, quand t'es connu des Chinois, c'est ça. Donnie Yen, qui s'appelle. C'est un champion de wushu, acteur, réalisateur, chorégraphe. Il y a plus de 50 films à son actif, incluant des classiques comme Hero, Iron Monkey, Tigre et Dragon 2. C'est le Robert Lepage de la Chine, genre. Non, mais c'est vrai, producteur. Outre le théâtre. Okay. Il fait pas de théâtre. Mais dis-moi donc, est-ce que c'est une tentative de percer le marché international pour un acteur comme ça? Quel est l'intérêt de jouer dans un film comme ça? Ou c'est un support pour le marché asiatique? Je pense que n'importe quel acteur se fait demander, tu veux jouer dans Star Wars? Bon, moi, je suis pas sûr. Il va répondre. Non, il est connu des cinéphiles, en tout cas, on va le dire. Mais l'intérêt, évidemment, c'est oui, effectivement, d'essayer de percer, de se faire connaître dans le marché américain. Et les lieux de tournage des Star Wars sont toujours impressionnants. Est-ce que c'est la même chose dans le cas de Rogue One? Oui, de très beaux endroits. Ça a été tourné en Islande, en Jordanie, à Londres. Il y a le métro Canary Wharf à Londres, notamment, qui a servi au tournage d'une scène. Mais la finale du film, la dernière demi-heure, est très belle. C'est sur la planète Scarif dans le film que ça se passe et c'est tourné dans les Maldives, en Asie du Sud. Et c'est l'un des plus beaux endroits qu'on a eu la chance de voir dans tous les films de Star Wars à date. Et là, tu nous as pas dit ce que tu en avais pensé. Tu l'as vu hier. Oui, je l'ai vu hier. J'ai passé un très, très bon moment. C'est un film qui est différent de tout ce qu'on a vu. C'est un film qui est à la fois très respectueux de l'univers de Star Wars. On sent tout l'amour du réalisateur pour l'épisode 4, mais vraiment, on est sorti de l'histoire principale. Est-ce que le pari que Disney fait de se propulser avec ce film-là, éventuellement, tu penses qu'il va tenir la route? Oui.
Je pense que oui. Et le prochain film hors série, c'est Les aventures du jeune Han Solo, le personnage joué par Harrison Ford. Alors, dans 2 ans, ça risque d'être aussi très intéressant. Est-ce qu'on pourrait aller dans un autre genre? Là, on a été plus dans un style de guerre un peu plus sombre. Est-ce qu'on pourrait aller dans un style plus comédie, axé un peu plus avec Han Solo? J'imagine un peu un body movie, là, genre Lethal Weapon, quelque chose dans le genre. Là, oui, probablement. Ça pourrait bien Philippe, marcher. Depuis le milieu de la semaine, il y avait des journalistes qui avaient eu accès au film mercredi et qui disent que c'est le meilleur Star Wars de tous les temps. Je connais ton amour et ta connaissance de l'œuvre qu'est Star Wars sur son déploiement complet. Toi, tu le situes où? Est-ce que c'est effectivement pour toi le meilleur de tous les temps? Non, je pense que c'est peut-être l'effet d'engouement ou l'effet de nouveauté qui fait ça. On a dit ça aussi du film l'année passée. Puis, après un certain temps, on s'est rendu compte que c'était un petit peu un remake finalement du film original. C'est un très bon film, c'est un film différent. C'est très divertissant, mais il demeure qu'il est dans l'ombre des 3 films originaux que George Lucas a réalisés. Là. Ben parfait. Okay. Écoute, c'est pour vrai, c'est un univers complexe. Il va falloir que je m'y mette, j'ai l'impression, pour rentrer là-dedans, mais ça a l'air vraiment... J'aime beaucoup quand tu nous décris justement toute l'iconographie puis ce qui en inspire, entre autres, Darth Vader. Merci beaucoup, prof. Merci. On rappelle que ça sort aujourd'hui officiellement pour le commun des mortels. Allez les encourager, ils ont besoin de ça. Et on se verra Noël prochain pour l'épisode 8. Avec plaisir. Exactement. On va se revoir avant ça. On va se revoir avant ça, Philippe Lemieux, parce qu'on t'aime beaucoup dans nos collaborateurs ici. En semaine, dès 5h30. 96.9.